Le manuscrit d'Alger. Préface de Rémy Boyer. En Occident, il existe peu d'ordres, dits initiatiques, qui présentent à la fois un véritable corpus et un ensemble de praxis aussi cohérents qu'exigeants. L'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers est l'un d'eux, et la publication du Cahier vert, plus connu sous le titre de Manuscrit d'Alger, qui constitue une pièce quasi mythique de ce corpus, est un événement éditorial. L'histoire agitée de cette publication est à inscrire dans l'histoire récente de l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers, et notamment de la seconde résurgence, accompagnée par Robert Amadou. Il appartiendra plus tard aux historiens d'écrire dans le détail cet épisode adjacent à l'histoire d'un collège interne qui a beaucoup œuvré les 20 dernières années et pour lequel Robert Amadou joua un rôle essentiel. Au début des années 90, mon association, heureuse, avec Robert Amadou, permit en effet la mise en œuvre de 4 projets qui eurent un développement conséquent. Il y eut la création du Centre international de recherche et d'études martinistes et de sa publication « L'esprit des choses », la réorganisation d'un collège interne, véhicule des 3 fonctions « conservatoire, laboratoire, oratoire », la restauration d'un ordre kabbalistique de la Rose-Croix, qui ne soit ni un faire-valoir, ni un prête-nom, mais conforme aux volontés énoncées par les compagnons de la hiérophanie en leur temps, et la relance des opérations des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers. Ce fut en 1992 que Robert Amadou m'interpella à ce sujet. Il y avait pour lui urgence, au regard de l'état du monde, à reprendre les opérations des élus Cohen. On le voit, il ne s'agissait pas de fonder une nouvelle branche ou de restaurer l'ordre formellement, mais bien de se remettre simplement au travail. La première étape fut l'organisation d'un cercle informel, le Quatuor Martinez de Pascali, qui rassembla quelques individus, membres de 3 ou 4 tendances martinistes et martinésistes différentes, intéressés par la proposition. Très vite, la complexité de la chose nous apparut. Il fallait rapidement distinguer la lettre de l'esprit pour privilégier ce dernier et ne pas se laisser enfermer dans des questions par trop formelles. La question de l'affiliation fut posée. J'ai insisté ailleurs sur la primauté de la verticalité sur les filiations historiques et temporelles. L'hypertrophie actuelle du besoin de filiation historique ne fait que traduire l'incapacité à une axiocratie. Chez les élus Cohen, il existe 2 filiations sérieuses, toutes les 2 apocryphes. La première naît d'une confusion avec l'ordre martiniste et la grande profession du régime écossais rectifié, Jean Bricot, Constant Chevillon, Philippe Ancos et Irénée Séguret, Georges Nicolas. La seconde naît de la confusion avec le grand prieuré du régime écossais rectifié, c'est la résurgence de 1943 de Georges Lagrèze et Robert Amblin, dans laquelle nous retrouvons Robert Amadou,
Ivan Mosca et René Chambellan principalement. Dans une note, Robert Amadou précise: en matière de filiation, notamment, ne pas céder au terrorisme guénonien. René Guénon entretient une notion très particulière de l'initiation. En l'absence constatée de filiation formelle ou rituelle, le désir d'un homme ou d'un groupe d'hommes peut rejoindre une société d'initiation en déshérence canonique, pourvu que ce désir se conforme, dans toute la mesure où la connaissance et la volonté le permettent, au but et aux moyens de l'ordre auquel se rattacher. Il ajoute: le succès des travaux théurgiques, sous réserve d'en vérifier l'authenticité, peut apporter une vérification expérimentale du rattachement et, par conséquent, de la légitimité d'une résurgence. Ce fut le cas de la résurgence de 1943. En 1992, l'ordre des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers était, opérativement parlant, en sommeil. Ici et là, des degrés Cohen étaient parfois conférés, non comme des ordinations, mais comme des grades maçonniques, sans exigence opérative, à l'ancienneté, par équivalence ou par service rendu. Ivan Mosca, en principe grand souverain, dormait depuis plusieurs décennies. Rares étaient ceux qui se montraient soucieux de renouer réellement avec une pratique théurgique aussi contraignante qu'impressionnante. Nous étions dans une situation ambiguë, à la fois dans la fidélité à la résurgence de 1943, qui avait vu le jour dans les conditions extrêmes imposées par l'occupation allemande, et face à une opportunité totalement nouvelle. En effet, le corpus à notre disposition en 1992 était très supérieur à celui disponible en 1943. L'apport considérable du fonds Z, du manuscrit d'Alger et d'autres sources permettait de refondre le système opératif et l'échelle au plus près du modèle primitif. Robert Amadou nota alors que si, dans la forme, nous ne voulions pas procéder à une nouvelle résurgence qui aurait fâché Ivan Mosca, voire Robert Amblin, dans les faits, c'est-à-dire dans les opérativités, c'était bel et bien une seconde résurgence qui se préparait. Le quatuor Martinez de Pascali eut une existence éphémère et aboutit néanmoins à 2 projets durables. Le premier, plus pédagogique, conduit par Christopher, dans le cadre du Temple de Lyon, toujours actif, et le second, peut-être plus expérimental, autour de Gino Sandri et moi-même. Ce second projet prit la forme de la loge Mère Marie de Gonzague, qui devait ouvrir plusieurs temples dans le monde. Cette loge et ces temples sont également toujours en activité. L'émergence de ces 2 projets eut comme conséquence de réveiller quelques endormis. Ivan Mosca voulut se remettre au travail et reprendre les rênes abandonnées. Des élus Cohen un peu trop maçonnisés s'intéressèrent de nouveau aux opérations. En accord avec Robert Amadou, le grade de maître élu fut utilisé comme cercle probatoire, un lieu de préparation et d'observation, un temps de 3 années pendant lequel l'erreur restait permise, car le principal problème rencontré dans les opérations des élus Cohen reste que l'erreur est interdite. Je me souviens de Gérard Clopel résumant la situation dans une formule lapidaire. Avec les Cohen, on tire à balles réelles. Au bout de ces 3 années, d'un commun accord entre le maître élu et les instructeurs, il était décidé d'aller plus loin ou d'en rester là. Cette formule s'avéra satisfaisante. Robert Amadou joua un rôle essentiel dans la juste orientation des travaux, présente à chaque étape importante, disponible pour chacun de ceux qui s'engagèrent dans cette aventure spirituelle. Il insista sur la spécificité du courant des élus Cohen, sur ce qui le distingue radicalement de l'hermétisme rosicrucien ancien, que le terme de Réau-Croix peut évoquer, comme du martinisme, qui en est pourtant issu. Il nous fit comprendre,
ce qui était une rupture avec le mouvement Cohen issu de la première résurgence, que le système Cohen était avant tout le véhicule d'un culte, le culte primitif, et ne devait pas être envisagé sous l'angle maçonnique, mais plutôt sous l'angle sacerdotal. L'échelle de grade représente moins un parcours obligatoire qu'il faudrait suivre pour obtenir la réintégration qu'un tableau de fonctions sacerdotales nécessaires aux opérations du culte primitif. Il nous invita à prendre en compte la lourdeur du système Cohen. Le système organisé par Martinez de Pascali est issu d'une tradition très ancienne, un courant parallèle à la Kabbale hébraïque qu'il croise en certains points, mais dont il se distingue nettement en d'autres, qui s'adressait à des individus prêts à se vouer exclusivement au culte primitif et à s'y consacrer corps et âme. L'engagement requis est comparable à celui d'un moine ou d'un prêtre, dont la journée serait tout entière rythmée par les opérations des élus Cohen, mineurs ou majeurs. Il est peu probable qu'à l'époque de Martinez de Pascali, ses disciples aient pu même appliquer le système tel qu'il était conçu. Il fallait donc se concentrer sur les opérations essentielles et leur enchaînement, ce qui rendait d'autant plus nécessaire une préparation adéquate. Néanmoins, il fut retenu que chaque pratique Cohen, connue, devait être expérimentée suffisamment longtemps pour être intégrée, même si la pratique n'était pas maintenue par la suite, qu'à des 4 prières journalières par exemple. La pratique quotidienne et soutenue du rappel de soi, du silence et du vide fut présentée avec insistance, comme une obligation pour prétendre opérer. C'était aussi une manière de dissoudre les identifications aux antinomies portées par le système Cohen, qui se présente en apparence comme une lutte du bien contre le mal. Toute cristallisation moralisatrice ne pouvait être que désastreuse. Opérativement, le vide est indispensable pour amener au centre les puissances serpentines en disharmonie dans les périphéries afin de les inscrire dans une verticalité à la fois nouvelle et originelle. Robert Amadou insista sur les nécessaires précautions à prendre dans la conduite d'un groupe Cohen. Dans pareille loge, plus que dans aucune autre, les inconvénients inhérents à toute association humaine, fût-elle initiatique, doivent être évités et d'abord prévus, avec une acuité particulière. On ne pratique pas impunément la théurgie cérémonielle, en particulier sous une forme aussi élevée, aussi puissante que la théurgie Cohen. Le savoir et se prémunir, y compris en tenant compte du point précédent. Bien entendu, si nous sûmes prévoir les obstacles annoncés, nous n'en évitâmes aucun. Il y eut des scissions de personnes désireuses de faire carrière, des échecs consécutifs à une approche superstitieuse des opérations Cohen, des peurs et des incompatibilités notoires. Cependant, grâce à l'organisation mise en place, très cloisonnée, ces soubresauts, inhérents à la vie des groupes, n'affectèrent jamais un noyau central composé d'une poignée d'individus qui conduisirent au mieux, et avec succès, la totalité des opérations Cohen. Il fallut 14 années à ce groupe interne, basé près d'Orléans, pour mettre en œuvre, de manière satisfaisante, l'ensemble des opérations des chevaliers maçons élus Cohen de l'univers, 14 années pour former aussi quelques autres groupes. Il fallut croiser les informations concernant les opérations théurgiques données dans les différents documents composant le fonds Z avec celles propres aux manuscrits d'Alger et à d'autres documents, apprendre à utiliser les angéliques, réduire les incertitudes nées de contradictions entre ces documents, résoudre les énigmes que pose la mise en pratique, chercher et expérimenter. Il est remarquable que la publication du manuscrit d'Alger, qui nous occupa dès 1992, coïncide avec la fin du premier cycle de travaux théurgiques du Temple Cohen d'Orléans. Il y a, plus généralement, un étrange parallélisme entre les aléas de la publication du manuscrit et la vie de la loge mère Marie de Gonzague. Avant même la parution du premier numéro de l'Esprit des choses en 1992,
Nous avions envisagé la publication de ce fameux manuscrit d'Alger, dont il était beaucoup question, à l'époque, dans les cercles martinistes, en France, en Italie et en Grande-Bretagne. En possession d'une copie du document, je m'étais interrogé sur l'importance qui lui était accordée, très exagérée à mes yeux. Voici quelle fut la réponse de Robert Amadou. En partie un mythe? Oui. Essentiel? Non, mais utile. Et nous avons maintenant bien des éléments autres que ce manuscrit, propices à la compréhension et à la pratique du système Cohen. La copie qui circulait dans les milieux intéressés provenait d'un microfilm qu'avait fait réaliser Gérard Clopel, du manuscrit qui était toujours, en 1992, dans les mains de Robert Amblin. Nous prîmes contact avec Gérard Clopel, qui se montra d'accord avec la publication du document. Il restait à convaincre Robert Amblin, dont l'autorisation était nécessaire. Il avait entre-temps fait don du manuscrit à la Bibliothèque nationale de France, en mai 1993. Robert Amblin refusa d'abord la publication. Ce fut Robert Amadou qui, intervenant par courrier, obtint son assentiment en ces termes. « Tu te doutes bien que je préfère que le manuscrit soit publié par vous plutôt que par des inconnus, même supérieurs. Pour cette affaire, je ne suis donc ni hostile de principe, je fais des réserves sur cette utilité, ni approbateur chaleureux. » Tout semblait donc se mettre en place. Les publications du manuscrit, facsimilés et transcriptions, dans l'esprit des choses, débutèrent en 1996. Mais, le 27 mai 1997, Robert Amblin nous quittait pour l'Orient éternel. Notre interlocuteur devint donc la Bibliothèque nationale de France, qui nous opposa une clause de non-publication imposée par Robert Amblin lors du don. Gino Sandri batailla ferme pour obtenir de publier la transcription du document à partir de la copie manuscrite qu'il entreprit de réaliser, page après page, à la Bibliothèque nationale. En effet, la copie en notre possession était d'une qualité insuffisante pour assurer une bonne transcription. Pointons, en passant, les situations aberrantes auxquelles conduit le recours au monde profane pour traiter de l'initiatique, que cela soit par le dépôt des documents, qui deviennent inaccessibles à ceux qui sont seuls concernés, ou par l'application de copyright sur des rituels, ou encore par l'organisation des ordres ou des rites initiatiques, en association ou en société officielle, toutes situations qui conduisent trop souvent à demander l'arbitrage de tribunaux aussi profanes qu'incompétents pour traiter des choses de l'initiation. La bonne volonté de Gino Sandri se heurta bien vite à deux difficultés, une disponibilité très insuffisante pour la tâche et la difficulté même de la transcription. Ce furent finalement Catherine et Robert Amadou qui firent entendre raison au service juridique de la Bibliothèque nationale qui prit en compte la réalité. Le manuscrit d'Alger était déjà en notre possession et même en circulation dans les milieux maçonniques égyptiens et les milieux martinistes. Une édition de qualité nécessitait un accès facile à l'original ou une copie de qualité. Un microfilm nous fut officiellement remis et le CIREM obtint l'autorisation de la BNF de publier le facsimilé et sa transcription. Plus tard, la Bibliothèque nationale de France devait signer un contrat d'exclusivité avec Dervy pour l'édition de la transcription dans la collection L'Esprit des choses, édition qui ne devait jamais voir le jour. L'Esprit des choses, il s'agit cette fois de la revue, publia progressivement le facsimilé en entier et la transcription des premières pages du manuscrit. De nombreuses bonnes volontés furent mises à contribution, mais la plupart abandonnaient rapidement devant l'ampleur de la tâche, même partagée. L'arrivée de Georges Kurtz fut décisive. Il se consacra à la transcription de l'ensemble du manuscrit d'Alger. Il n'est pas nécessaire de rendre compte de tous les petits incidents et contretemps qui émaillèrent ce processus.
Nous avons, par exemple, vu apparaître, pour la seconde fois, un faux manuscrit d'Alger, publié en CD-ROM par Philippe Pissier et Mathieu Léon. Ces derniers, excellents spécialistes du télémisme, mais pas du martinésisme, avaient confondu les documents du Fonds Z avec le manuscrit. Au moins, nous ont-ils rendu un service notable en numérisant le Fonds Z, travail considérable. Finalement, après des années, une première transcription fut enfin achevée par Georges Kurtz et remise à Robert Amadou pour préparer l'édition définitive. Tous ceux qui, de près ou de loin, furent associés à ce projet, avaient souhaité que Robert Amadou, qui a consacré si brillamment, et avec les résultats que l'on connaît, sa vie et son intelligence au martinisme et au martinésisme, puisse assurer la publication commentée du Cahier vert, après celle du traité, des Angéliques, des leçons de Lyon et du Fonds Z, entre autres. Malheureusement, une broutille, comme c'est souvent le cas, nourrie par le tissu des dysfonctionnements relationnels et communicationnels propres aux humains, se transforma en incompréhension, puis en incident, enfin en crise et en rupture, faisant avorter le projet. Une fois de plus, nous étions en 2004. 2 années plus tard, le 14 mars 2006, Robert Amadou rejoignait, lui aussi, l'Orient éternel. Georges Kurtz était dès lors naturellement appelé à poursuivre le projet d'édition d'un texte qui lui était devenu particulièrement familier depuis toutes ces années. Il est grand temps aujourd'hui, 16 ans après, qu'on en finisse avec la saga du Cahier vert et que les chercheurs accèdent aisément à un texte qui, par son contenu technique, sera fort utile aux élus Cohen opératifs. Robert Amadou, à qui tout martinésiste, tout martiniste et, plus largement, tout franc-maçon, doit beaucoup, y compris ses détracteurs, a souvent mis en garde contre une pratique prématurée de la théurgie, une impréparation ou une incompréhension de sa nature et de sa finalité. La théurgie et l'alchimie ne doivent être mises en œuvre que dans la zone de silence, hors concept, hors croyance, hors représentation. Comme leur étymologie le suggère, la théurgie et l'alchimie ne s'adressent pas à des personnes, mais à des individus, à la part indivisible de nous-mêmes, notre réalité originelle et ultime, l'un. La personne conditionnée n'est pas concernée par l'affaire de la réintégration, pas plus que par la chose. Elle en est même le seul obstacle. D'où notre insistance pour une pragmatique du silence au quotidien, renforcée par des périodes d'ascèse pour rapprocher au plus près l'axe de la pure présence. L'expérience théurgique présente plusieurs degrés, depuis un dualisme forcené jusqu'à la subtilité non-duelle. Tout d'abord, le pratiquant est enclin à penser que les hiérarchies célestes, les entités avec lesquelles il s'associe pour l'invocation, existent à l'extérieur de lui. Progressivement, il découvrira l'étrange relation qui le lie à ces entités, qui nourrit autant qu'elles le nourrissent. Plus tard, il comprendra que les hiérarchies n'existent qu'en lui, qu'il en est le créateur. Enfin, rejoignant le centre de toute chose, il saisira qu'il n'y a rien de tout cela. L'ange du renversement, comme le nomme si bien Jean Quentin, aura fait son œuvre pour conduire l'être à l'être au sein du réel. Ce chemin vers le simple, qui caractérise l'initiation, est celui qu'emprunta Louis-Claude de Saint-Martin, qui, après avoir opéré avec succès, selon la théurgie des élus Cohen, intériorisa celle-ci en une voix cardiaque, entendons une voix du centre. Mais souvenons-nous qu'on ne peut abandonner que ce que l'on détient, renoncer qu'à ce que l'on maîtrise.